C'est l'heure de la grande édition de nos informations. Bienvenue à tous et c'est parti pour les titres. En séjour de travail à Kindia, le président colonel Mamadi Doumbouya a participé ce samedi aux opérations d'assainissement du grand marché de la préfecture avant de visiter le domaine public réservé à Sabouya où l'hôpital régional est en construction. Nous irons à Boké où le Premier ministre poursuit sa tournée dans la région. Dr Bernard Goumou a participé également ce samedi à l'assainissement de la ville de Kolabouy et visiter les travaux de construction de 305 logements de l'ANAEM. À religion, nous parlerons du séjour à Conakry de plusieurs évêques d'Afrique de l'Ouest. Ils sont au pays pour examiner toutes les questions d'évangélisation, de promotion de l'œuvre humaine. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, en séjour de travail à Kindia, a participé ce samedi aux opérations d'assainissement du grand marché de la préfecture. En compagnie de plusieurs ministres, le chef de l'État a également visité le domaine public réservé à Sabouya où l'hôpital régional est actuellement en construction. Omar Bari. À l'image de Kassa, où le coup d'envoi officiel de l'opération d'assainissement de la ville de Conakry a été donné en juillet 2022, le chef de l'État ne désarme pas et multiplie les efforts en donnant une nouvelle dimension à cet acte louable dans la ville de Kindia. Tout ce samedi 4 février 2023, c'est une véritable opération coup de balai que le numéro 1 guinéen, le colonel Mamadi Doumbouya a mené dans cette préfecture où il était en séjour de travail. Le président de la transition, chef de l'État, s'est acquitté de ce devoir citoyen d'abord à la place des Martyrs où l'attendait la population de Kania fortement mobilisée pour la circonstance. Une occasion pour ses compatriotes de communier avec le premier responsable du pays. De ce pas, le colonel Mamadi Doumbouya s'est rendu au grand marché de Kindia qui croulait sous les déchets. Ici également, le dit marché bondé de monde a été débarrassé des tas d'immondices qui jonchaient ça et là. Sur le terrain, il est accompagné des ministres secrétaires généraux et porte-parole de la présidence, le colonel Amara Kamara, de l'administration du territoire et de la décentralisation Mori Kondé et de Moussa Sissé de l'économie et des finances. Dans la quête d'une Guinée propre et assainie, ce grand coup d'accélérateur du chef de l'État est démonstratif. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, a, dans l'action, décidé de faire des opérations à Kindia hier et aujourd'hui. Donc en venant hier à Kindia, c'était pour lier l'acte à la parole, donner du sens à l'action de gouvernance. Vous vous souviendrez qu'en début d'année, il a dit qu'il y aura beaucoup plus d'actions de terrain. Et c'est dans ce sens que sa visite aujourd'hui dans la région de Kindia se situe. Hier, il a communié avec les populations de Kindia, a effectué la prière à la mosquée de Kindia. Aujourd'hui, a participé à l'assainissement de la région de Kindia. Et en marge de cela, a effectué une visite terrain pour s'enquérir de l'état d'avancée de quelques instructions qu'il a données pour voir les réalités terrain et toucher effectivement du doigt ce qui se passe. De là, le premier magistrat du pays a visité le centre de formation professionnelle de Kindia, situé à proximité du marché central, pour s'enquérir des conditions d'études dans ce CFP. Dans cet établissement, le directeur est visiblement satisfait de cette visite présidentielle. Vraiment, c'est extraordinaire, on est dépassé de joie, on ne s'attendait pas à ça, mais vraiment, c'est idéal. Après un long moment de bain de foule qui a permis aux populations de Kania d'être directement en contact avec leurs dirigeants, le colonel Mamadi Doumbouya a mis le cap sur Sabouya, localité située à la sortie de la ville des Agrumes, où il a visité ce domaine d'une centaine d'hectares réservé pour la construction d'infrastructures publiques telles que l'hôpital régional de Kindia, dont les bâtiments sont d'ores et déjà sortis de terre. Il a effectué une visite terrain aujourd'hui pour voir les sites d'implantation de l'hôpital régional de Kindia, également le centre des handicapés, aussi le centre de formation de l'administration territoriale, mais également l'ERAM. Donc pour voir clairement les instructions qu'ils donnent à partir de Conakry, est-ce que c'est bien répercuté, et voir le niveau d'avancée des travaux qui doivent démarrer ou qui ont déjà démarré.
À son arrivée à Conakry, le président de la transition a fait escale à Bambeto, où il a visité le chantier de l'échangeur qui est à 35% de réalisation, selon Mohamed Mandian Traoré, directeur national de l'investissement routier. Depuis le premier jour, il n'y a aucun problème. Malgré nos bruits, la nuit et la journée, mais il n'y a pas eu d'incident majeur. Et les travaux, ça avance bien. Les allées là, on avait laissé ça parce qu'on était obligé de former automatiquement le chantier pour éviter les accidents. Mais deux fois, on a autorisé juste les ambulances, les sapeurs-pompiers et aussi les corps habillés en mission. Mais deux fois, s'il y a trop de bouchons, on libère. Parce qu'on a bétonné toutes les déviations, les 4 déviations. Et nous sommes aujourd'hui à 35% d'exécution. L'engagement des autorités sous le magistère du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, à faire de la Guinée un pays assaini et doté d'infrastructures dignes de nom pour offrir aux populations guinéennes un meilleur cadre de vie est déterminant. Et cette dynamique imprimée depuis le 5 septembre 2021 fait du chemin. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre chef du gouvernement poursuit sa tournée dans la région de Boké. Ce matin, Dr Bernard Goumou a participé à l'assainissement de la ville de Kolaboyi et visité les travaux de construction de 305 logements de l'ANAEM, Al-Mami Kobole Keita, Kabasouma et Hadi Kamara. Le Premier ministre à Kolaboyi, Dr Bernard Goumou, procède aux opérations d'assainissement. La population de Kolaboyi massivement mobilisée autour du Premier ministre, du grand rond-point de Kolaboyi au caniveau, en passant par d'autres habitations riveraines, tout est assaini. Un camion est disponible pour assurer le transport des ordures ramassées. Vous savez, assainir, c'est un acte d'expression de son attachement à sa cité, à son quartier et à l'endroit où nous vivons. Tenir son cadre de vie propre, pour moi, c'est éloigner d'abord les immondices, éloigner les ordures. C'est pourquoi le président de la transition lui-même en personne a donné l'exemple en allant sur le terrain pour nettoyer la sous-préfecture de Kassa. Et on était ensemble ce jour-là. Au-delà de ces actions publiques d'assainissement, les citoyens que nous sommes, nous devons mobiliser. Nous devrons être ensemble pour maintenir nos lieux, nos cités, nos lieux de rencontre, nos lieux de prière. Je veux parler également de nos lieux de travail pour que ce cadre de vie-là soit un cadre propre. Parce que partout on parle de propriété, on parle de santé. Santé, pas seulement pour vous qui nettoyez, mais santé de votre communauté, au sein de laquelle vous vivez. Le Premier ministre et sa suite viennent visiter les travaux de construction de la cité minière de Kolaboyi. Le site est de 23 hectares répartis en 6 lots pour la construction de 305 logements. Et à date, nous avons lancé la première phase. Cette première phase consiste à construire les 100 premiers bâtiments qui feront 120 logements, accompagnés par les infrastructures de base, à savoir les écoles, postes de police, postes de santé et les terrains dédiés pour les jeunes. Et donc ce qui nous amène aujourd'hui aux alentours de 25% des taux d'exécution. Toujours à Kolaboyi, le Premier ministre vient lancer les activités du poste électrique installé par EDG, ce qui du coup donne le courant électrique à la localité. Très ému, le sous-préfet, au nom de la population, apprécie hautement la qualité du geste. Au lendemain du lancement du poste électrique de Kakui, le 3 septembre 2022, à Boké, l'accélération de la mise en service du projet de Swapiti à Kolaboyi reste pour nous un acte fort et salutaire du gouvernement de la transition qui a à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya. Le chef du gouvernement invite la population à plus de rigueur dans la gestion du courant électrique et à promouvoir la culture de la paix. Nous sommes en train d'écrire une nouvelle histoire. Et cette histoire, c'est la lumière. Et quand on parle de lumière, on parle de clarté. Quand on parle de clarté, on parle de paix. Donc aujourd'hui, Kolaboyi est sur les projecteurs.
Hier, nous étions en visite à Korira, l'un des 15 quartiers de la commune urbaine de Boké. J'ai entendu un message fort venant d'un griot. Bien évidemment, dans nos cultures, il reste un témoin privilégié de l'histoire de notre société. Ce griot clamait fort à travers la tribune qu'un changement décisif est intervenu dans la vie sociale de Boké. Depuis le 5 septembre 2021, le calme, l'apaisement sont devenus les acquis à Boké. L'espoir en est une meilleure vie. La foi en un développement est devenue réelle. Pas seulement à Boké, mais partout en République de Guinée. Eh bien, je suis très heureux, encore heureux, d'être devant vous ce matin, avec certains membres du gouvernement, pour vous transmettre les chaleureuses salutations, les sincères salutations de l'homme du 5 septembre, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, votre fils, le patriote, le colonel Mamadi Doumbouya. En rendant possible la mise en service de postes électriques de Kolaboui, ici, le chef de l'État, votre fils, prouve à suffisance que ce que nous avons considéré depuis longtemps impossible est devenu une réalité pour les Guinéens. À Dapilo, Dr Bernard Goumou visite les installations de Guinée Gaz, une entreprise qui évolue dans la promotion du gaz butane en Guinée. Nous espérons qu'en fin d'année 2023, que nous passons à 100 000 foyers guinéens utilisant le gaz butane, puisque nous avons 70 000 bouteilles en service, nous avons 30 000 au port de Conakry à l'heure où on vous parle, et nous ambitionnons une deuxième commande en juin pour que nous visons 300 000 foyers guinéens approvisionnés en gaz butane. Ce qui était, nous avons les équipements nécessaires, nous avons la compétence qu'il faut, et je dis bien qu'on consommait 1000 tonnes il y a un an. Aujourd'hui, nous sommes à 3250. Donc nous avons multiplié par 3 la consommation des ménages guinéens. Dans cette démarche, le gouvernement, sous le leadership du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, tient au respect des clauses des contrats dans la transparence et la redevabilité. Les services rattachés au secrétariat général à la présidence de la République ne sont pas restés en marge de la journée d'assainissement. Ils se sont mobilisés ce samedi pour accomplir leurs devoirs citoyens et c'est le palais du peuple qu'ils ont choisi pour effectuer l'opération. On en sait plus avec Alcine Listo Camara. Pour cette journée d'assainissement mensuel, le garage gouvernement et le secrétariat général à la présidence, chargés des services spéciaux, sont dans la cour du palais du peuple. Objectif, débarrasser cette institution des encombrants physiques. Le palais du peuple, c'est un lieu symbolique, c'est un lieu chargé d'histoire, c'est un monument national. Donc on ne peut pas passer sous silence ce monument national pour venir avec tous les services à tous les niveaux, travailler, rendre l'endroit très propre parce que ça reçoit des chefs d'État, des ministres, des colloques à tous les niveaux, la foire internationale de Conakry, etc. L'administration du palais, bénéficiaire de cette action civique, se réjouit de cette mobilisation de la part des cadres du ministre secrétaire général à la présidence. C'est un sentiment de satisfaction. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de recevoir mes collègues de services spéciaux et de garage gouvernement pour nettoyer le palais du peuple, qui est vraiment le cœur de la capitale de Conakry. Donc, je suis plus que satisfait et je remercie tous mes collègues et je pense que dans l'avenir, on ira aussi faire la même chose dans leur service. Nettoyer, oui, mais si on ne salit pas, c'est encore mieux. Cette action citoyenne engagée par le président de la transition semble être comprise par les Guinéens. Chaque premier samedi du mois est ancré dans la mémoire des uns et des autres afin d'accompagner le CNRD dans sa mission de refondation.
Comme les premiers samedis de chaque mois depuis le mois de septembre dernier, la journée d'assainissement citoyenne s'est poursuivie ce samedi sous la supervision du ministre de l'administration du territoire à travers l'Agence nationale de l'assainissement de la salubrité publique. Les travaux ont connu un engouement particulier au niveau des collectivités sillonnées par nos reporters de Kaloum à la cimenterie, Abdul Razak Souma et Amadou Touré. En tant que tutelle des opérations d'assainissement, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation était mobilisé en cette 6e journée d'assainissement aux côtés des populations de Wanindara pour assainir et sensibiliser les ménages à s'abonner au PME de collecte des ordures. L'assainissement est une responsabilité partagée et une responsabilité individuelle. Personne ne viendra assainir pour vous. Chacun doit assainir pour soi-même. Nous avons dit aux chefs de quartier que chaque fois que nous observerons que dans un quartier il y a manquement à l'assainissement, le chef de quartier se verra sanctionné. C'est la même chose pour les maires. Parallèlement, de Kaloum à la cimenterie, en passant par Matam, les travailleurs de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique ANASP étaient sur le terrain pour superviser et apporter des solutions aux déficits rencontrés dans l'opération. Les populations de la commune de Berka, tout le monde, nous avons envisagé que ce samedi nous sortirons nombreux pour commencer l'assainissement et ça va continuer. Au même moment, des opérations de tri, de péage pour connaître la quantité d'ordures produites par jour se poursuivent ici sur le site de la décharge de la minière. Un endroit envahi et débordé. Nous avons essayé de discuter avec l'opérateur privé qui gère la décharge, la société Piscini, pour voir d'urgence qu'est-ce qu'il est possible de faire. L'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique est en train d'élaborer une note qui va être partagée avec les autorités indiquant ce qui est faisable techniquement. Et l'idée est que par la suite, nous puissions réagir très rapidement. Selon les données de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique ANASP, Conakry produit plus de 22 000 tonnes d'ordures solides et liquides par jour. La gestion de cette quantité est en partie soutenue actuellement par les journées d'assainissement civique. Nous restons toujours dans le même registre pour se rendre à la RTG2, c'est à Boulbinet. Là-bas, cette opération d'assainissement a été largement suivie par les travailleurs de cette deuxième chaîne nationale. Pour l'occasion et grâce au soutien du département de l'information et de la communication, la RTG2 s'est vue dotée d'un forage pour faciliter l'accès à l'eau potable dans le service. Reportage Aïssatou Desso. Coups de machette, de balai ou encore de pelle, les travailleurs de la RTG2, la deuxième maison audiovisuelle de l'État, se mobilisent pour rendre propre leur environnement immédiat. L'opération s'inscrit dans le cadre de l'assainissement. Ici à Boulbinet, les coins et recoins ont été minutieusement nettoyés. Quand un lieu est sain, les gens ont envie d'y aller. Mais quand c'est sale, les gens s'éloignent. Même les travailleurs s'éloignent d'un coin qui est sale. Et Madame la ministre nous donne vraiment le tonus. Elle nous supporte pour venir faire ces travaux-là. Depuis 6 heures, on s'est mis sur pied pour venir relever ces défis. C'est de travailler, c'est d'assainir la RTG. En tout cas, ici, c'est notre lieu de travail. Comme pour dire que le bonheur ne vient jamais seul, le média de service public bénéficie par la même occasion d'un forage en vue de pallier au difficile accès à l'eau potable. Je suis dans la joie. Depuis l'arrivée de Fana, vous voyez le changement qui se suit. Mais je commencerai d'abord par remercier celui qui nous a aidés à boire ces machines pour le forage. Parce que nous sommes restés combien d'années sans eau? Mais Dieu merci, aujourd'hui, la grâce est là. Qu'il soit vraiment remercié, que Dieu le paye au centuple. Avec la relance de la RTG2, après plus de 5 ans d'arrêt, les travailleurs se montrent reconnaissants et réaffirment leur engagement à accompagner les réformes du ministère de l'Information et de la Communication à travers la direction générale. Désormais, la RTG2 compte reconquérir la place qui lui convient dans l'écosystème médiatique guinéen au moment où la concurrence devient de plus en plus rude.
Le samedi d'assainissement instauré par les autorités de la transition se perpétue davantage. À tous les niveaux, les membres du gouvernement se confondent aux citoyens pour rendre propre la capitale. Tous ont fait leur mieux pour favoriser ce acte citoyen prôné par le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Je vous invite à suivre la compilation de ces activités avec notre reporter Aboubakar Gabi. Très tôt ce matin, le ministre des Transports et sa suite ont bravé la mer pour répondre à ce rendez-vous citoyen. Aussitôt arrivé sur l'île, le ministre, entouré des populations de la contrée, commence son coup de balai avec motivation. Nous sommes justement en train d'aider à assainir l'île de Kassa et puis c'est toujours une joie d'être là et de pouvoir continuer à faire une réalité les instructions du chef de l'État. Donc aujourd'hui, nous avons vu une île qui est très propre, qui est bien entretenue. À l'image de ses homologues ministres du gouvernement, Madame Rose Poula Pressemou était encore ce samedi dans les rues de Conakry avec son balai. Accompagnée de quelques cadres de son cabinet, la ministre du Plan et de la Coopération internationale participe aux opérations de curage de ce caniveau situé dans la commune de Dixine. Nous sommes là pour le lancement officiel de l'opération de curage de ce grand canal, malheureusement qui a desservi les populations riveraines. On est tous témoins des grandes inondations dans les périodes d'hivernage et c'est en grande partie aussi dû au manque d'assainissement de ce grand canal. Ici, au grand marché de poissons de Kenya, chaque directeur donne le meilleur de lui-même pour débarrasser les coins et recoins des ordures. Notre ministère a engagé tous les premiers samedis sous le dynamisme Madame la ministre du Commerce et du PME. À la fin du conseil qui est visé ici, d'une part, l'État fait sa part et la population aussi doit faire sa part. Dans la commune de Matam, 3 ministres étaient sur le terrain pour assainir les différents lieux publics. Il s'agit du ministre de la fonction publique, du budget et de l'agriculture. En compagnie des autorités communales, ces chefs des départements se sont rendus dans les quartiers, mais aussi à la gare routière pour rendre propres ces endroits. On vient appuyer les efforts de la mairie et de l'ANSP pour s'assurer que la ville reste propre. Vous savez, quand ces opérations commençaient il y a quelques mois, dans quel état était la ville? Aujourd'hui, vous voyez dans quel état est la ville. Instituée par les autorités de la transition, cette opération d'assainissement qui se passe tous les premiers samedis du mois concourt à offrir un cadre hygiénique à la population guinéenne. Une initiative présidentielle à saluer et à encourager. Autre sujet à présent, le projet d'appui à la gestion durable de la réserve forestière du Montbéro vient d'être lancé dans la commune rurale de Omé à Zérékoré. Il s'agit de mettre en place des activités génératrices de revenus en faveur des communautés riveraines avec un financement de l'agence suédoise pour le développement et la coopération internationale, la FAO et la CEDEAO. Mohamed Lamine Diallo, lancé Kamisoko et Mohamed Saloupaï, notre équipe basée en Guinée forestière. Impliquer les communautés riveraines dans la gestion durable de la forêt du Montbéro à travers la création des activités génératrices de revenus, tel est l'objectif de ce projet. Il bénéficie d'un soutien financier de l'agence suédoise pour le développement et la coopération internationale, du Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce projet a pour objectif de favoriser un environnement à la conservation communautaire durable des ressources forestières et à l'adaptation des écosystèmes aux effets adverses au profit des risques climatiques. Le projet aussi envisage de créer des emplois verts en vue d'une valorisation communautaire des ressources forestières et d'amélioration durable des conditions de vie des populations à travers la promotion des meilleures techniques et technologies écologiques. C'est vous qui êtes les bénéficiaires de la forêt et quand il y a des opportunités aussi, c'est vous qui êtes prioritaires. À vous de prouver aux ONG. Ils peuvent faire venir des projets plus grands que ça. Mais ça dépend de votre manière de les encourager. Ça dépend de votre engagement. Dirigé par une organisation non gouvernementale de la place,
Ce projet apprend aux communautés riveraines les notions de la gestion durable des forêts classées. Comment éviter les feux de brousse, comment laisser la forêt progresser, comment conserver la forêt. Donc nous sommes prêts, avec ma communauté, avec mes groupements, on est prêts à conserver la forêt. Quand on parle de l'environnement, l'environnement c'est la vie. Alors si aujourd'hui l'ONG Radic, à travers ses partenaires, viennent vraiment nous appuyer pour vraiment conserver nos forêts, nous sommes très fiers et je sais qu'ils participent au développement de nos enfants demain. Autrefois caractérisée par la forêt dense, la région de Zérékouré est aujourd'hui de plus en plus exposée aux effets du changement climatique, des effets dus notamment à la démographie galopante et au gisement incontrôlé de l'homme sur la nature. Au palais, Mohamed V, 155 promus ont prêté serment ce vendredi, accompagnés de plusieurs ministres sectoriels. C'est le ministre directeur de cabinet qui a présidé cette cérémonie solennelle de prestation de serment. Adjuda Boubacar Kamano, correspondant de la presse militaire. Investis de la confiance des autorités de la transition, ces 155 promus ont prêté serment le vendredi 3 février 2023 dans la salle des banquets du palais présidentiel Roi Mohamed V, devant le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, Giba Diakité, représentant le chef de l'État à cette cérémonie de prestation de serment. Ces cadres jurent de servir loyalement la Guinée et les Guinéens en toute intégrité. Je sous-signais Kabele Souma que dans mes fonctions de président du conseil d'administration de l'Agence guinéenne de coopération technique, promets et jure devant Dieu et sur mon honneur à accomplir avec loyauté, fidélité et dévouement mes fonctions et charges d'État. Je me conformerai scrupuleusement aux dispositions de la Charte de la transition, aux principes de l'honneur, de la probité et de la dignité, sans préjudice sur l'équilibre social, politique et culturel de la nation guinéenne. J'agirai avec responsabilité et toujours demeurerai dans l'esprit et conforme aux orientations du président de la transition en tout lieu et en toutes circonstances. Je mettrai tout en œuvre pour préserver l'intérêt supérieur du CNRD, de son président et du peuple de Guinée. Je ferai montre de dévouement inconditionnel au président du CNRD dans l'exercice de mes fonctions et prérogatives. J'œuvrerai toujours dans mes prises de décision à traiter équitablement toutes les filles et fils de la Guinée, sans distinction d'ethnie, de région et de religion. Je conduirai mes actes conformément à la vision du CNRD et de son président et sans aucune influence étrangère, ethnique ou régionaliste. Devant les situations délicates où l'intérêt national pourrait vaciller, je m'engage toujours à prendre en compte avec foi les directives du président du CNRD. Je garderai jalousement le secret des accords ou désaccords qui interviendront avant, pendant et après la mission. Convaincu de ma bonne foi et de ma volonté à servir la nation, l'État et le président du CNRD, président de la transition, je souscris librement à ces engagements et appose ma signature pour que plaise à Dieu de m'aider à me conduire dignement tout au long de ma mission envers lui, envers le président du CNRD. Je le jure. Entouré de plusieurs membres du gouvernement et du CNRD, le ministre directeur du cabinet de la présidence de la République est, en peu de mots, revenu sur le bien fondé de cet exercice avant de passer la parole au ministre des Affaires étrangères, Dr Moussanda Kouyaté, patron de la diplomatie guinéenne. Le chef de l'État a fait sincèrement devant le peuple de Guinée. Ça veut dire que pour lui, dans sa vision, chaque cadre nommé pour une nouvelle fonction dans notre pays doit également faire une prestation de serment. C'est l'occasion pour moi de vous féliciter encore une fois et vous souhaiter vraiment bonne chance dans vos missions respectives. À présent, je propose que le ministre des Affaires étrangères puisse prodiguer les conseils conformément à la vision du chef de l'État. En obtenant une signature du chef de l'État, vous obtenez par la même occasion une lourde responsabilité, celle de représenter le président lui-même.
de représenter le CNRD, de représenter le gouvernement et par là de représenter le peuple de Guinée dans la parcelle de responsabilité qui vous a été confiée par le chef de l'État. Vous devez tout faire, mesdames et messieurs, pour vous-même et pour vos familles, pour mériter de cette confiance. Nous sommes des millions de Guinéens. Il n'y a pas eu de concours pour vous nommer. Vous avez bénéficié de la confiance du président. Et vous venez de prêter serment. Le serment est un engagement vis-à-vis de celui qui vous a nommé, vis-à-vis du peuple de Guinée, mais surtout le serment est un engagement vis-à-vis de Dieu, le Tout-Puissant. Composé des membres des conseils d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, du Fonds national de développement, de l'Office national du tourisme, des ambassadeurs et des cadres du ministère de la Pêche, ainsi que ceux du ministère du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, entre autres. Ces filles et fils sont fiers et déterminés à mériter de la confiance portée en eux par la nouvelle équipe dirigeante du pays. Je tiens avant tout à remercier Monsieur le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, pour la confiance placée en ma modeste personne. C'est une fierté puisqu'elle témoigne d'autant plus de notre engagement à promouvoir, n'est-ce pas, la loyauté dans la gestion des affaires administratives. Je pense que ce sont des choses à pérenniser et qui, sans doute, amèneront, n'est-ce pas, les Guinéens à un changement de comportement qualitatif. C'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de gratitude que je me suis prêtée à cet exercice. Et, je suis vraiment très honorée que le président ait porté sa confiance à ma modeste personne. Et j'espère vraiment être à la hauteur des espoirs qui sont placés en moi et de relever le défi qui m'attend. Par cet acte républicain, ces 155 cadres entrent en fonction pour valablement servir la nation guinéenne dans l'intérêt supérieur du pays. Comment impliquer des hommes de médias et des blogueurs sociaux dans la campagne de vulgarisation des recommandations issues des assises nationales dans le pays? La question a été au centre des débats ce jour à Conakry. L'initiative du comité de pilotage, de suivi et de mise en œuvre des recommandations de ces assises. Plusieurs journalistes venant de médias et d'autres supports de communication via les réseaux sociaux y ont pris part. Compte rendu Ousmane Bangoura. Pour assurer la bonne vulgarisation des recommandations issues des assises nationales, les membres du comité échangent avec les hommes de médias. Ici, une centaine de jeunes composés de journalistes, communicants et blogueurs prennent part à cette journée d'appropriation. Objectif: permettre aux participants de s'approprier davantage des 45 recommandations du comité national des assises afin de les vulgariser à travers tout le pays. Cette vulgarisation permet de faire en sorte que les Guinéens sachent que désormais les autorités actuelles entendent œuvrer dans le sens du rassemblement, de l'apaisement, de la recherche de la vérité pour parvenir à ce qu'on peut appeler le pardon par le biais de réparation et par la suite consolider toutes les mesures permettant à la Guinée d'être une société réconciliée. Nous voudrions qu'il y ait une bonne communication, une bonne vulgarisation pour que le peuple aussi s'approprie. C'est de dire au peuple de croire au rapport des assises avec l'engagement personnel du président et du gouvernement que ce qui a été demandé, leurs attentes seront satisfaites par le gouvernement. Pour cette campagne de vulgarisation des 45 recommandations, des professionnels de médias se disent être outillés face au défi d'informer et de sensibiliser des populations sur la portée du rapport. On se rend compte que vraiment il y a eu un travail de fourmi, et aujourd'hui nous on n'était pas au courant de tout ce qu'on a vu ce soir ici. Mais il s'agit pour nous aussi maintenant de vulgariser ça auprès de la population et c'est ça le rôle du journaliste et vraiment nous sommes prêts à le faire. En tant que journaliste, nous sommes prêts à accompagner
le gouvernement dans le processus de vulgarisation de ces assises nationales, surtout les 45 recommandations faites par le Sénat. À travers nos canaux de communication, nous allons aller vers la population à travers nos débats sur les antennes, à la télé. Et je pense qu'à travers ça, nous pouvons bien informer la population sur les avantages de ces 45 recommandations. Les membres du comité de pilotage, de suivi et de mise en œuvre des recommandations des assises nationales sont attendus dans les villes de l'intérieur du pays très prochainement. 5 février 2022, 5 février 2023, le CNT a un an d'existence demain dimanche. En prélude à la célébration de cette date historique, plusieurs activités sont en cours d'exécution. Plusieurs délégations parlementaires de la sous-région ouest-africaine ont depuis ce vendredi foulé le sol guinéen pour prendre part. Elles sont accueillies par le président de l'organe législatif de la transition et de nombreux conseillers nationaux. Le film de la cérémonie d'accueil avec Abdoulaye Diallo. À l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry, des délégations des parlements africains se succèdent sur le tarmac. Elles sont accueillies au bas de la passerelle par les conseillers nationaux avec à leur tête le président Dr Dansa Kourouma. Ces parlementaires sont venus du Mali, du Burkina Faso, du Tchad et de la Côte d'Ivoire. Ils viennent prendre part à la célébration de l'an 1 de la mise en place du Conseil national de la transition guinéenne. Il était d'un agréable devoir de répondre à cette invitation et surtout de venir apprendre auprès de nos frères guinéens comment l'organe législatif de transition de la Guinée a travaillé, comment cet organe législatif s'insère dans l'ordonnancement des institutions de la transition. Certes, on est venu pour fêter l'an 1, mais c'est surtout un moment de partage. Nous vivons tous, nos pays vivent une période de transition et chacun de nous va maintenant donner son expérience, voir comment nous pouvons encore mieux améliorer, parce que nous avons un seul but, c'est mener à bien le bateau de la transition. Par cette visite à Conakry, ces parlementaires entendent solidifier davantage la coopération parlementaire entre leurs institutions législatives et celles de la transition guinéenne, mais aussi démontrer leur solidarité pour la cause africaine. L'opportunité est aussi grande pour la Côte d'Ivoire de venir soutenir le peuple frère du Guinée qui amorce un virage important de son parcours. Et il est bon pour les peuples africains que nous sommes de nous soutenir pour aider le peuple frère à aller de l'avant. Nous sommes réunis ici en Guinée sous le leadership de l'honorable président pour que nous puissions trouver une solution aux différents défis tout en jouant notre rôle. Aussi, je voudrais exprimer tous mes remerciements au peuple frère de Guinée, parce que l'accueil qui nous a été réservé ici aujourd'hui à l'aéroport est plus que époustouflant. Cette retrouvaille de Conakry sera une opportunité pour les uns et les autres de partager les meilleures pratiques qui serviront de guide pour la réussite des transitions en cours dans les différents pays. Nous vous livrons à présent le contenu de ce communiqué du Conseil national de transition. Communiqué portant convocation à une plénière spéciale. Monsieur le Président du Conseil national de la transition convie l'ensemble des honorables conseillers à une plénière spéciale ce lundi 6 février 2023 à 12 h à l'hémicycle du Palais du Peuple. Sont conviés à prendre part à la présente plénière les invités étrangers, le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le Parlement du Conseil national de transition de la République du Mali, le Parlement de l'Assemblée législative de transition de la République du Burkina Faso, le Parlement du Conseil national de transition de la République du Tchad, le Parlement de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, la présidente de la Fondation Amadou Ampateba, M. Benson Diakité, journaliste.
Invités nationaux. Les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, le Premier ministre chef du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, le cabinet du président de la République, les facilitatrices du cadre du dialogue, les chefs d'état-major des armées de terre, mer et l'air, les chefs des missions diplomatiques, consulaires et institutions internationales accréditées en République de Guinée, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, le Parlement des enfants de Guinée, les représentants des confessions religieuses musulmanes et chrétiennes, les représentants des coalitions des partis politiques, les maires des 6 communes de Conakry, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, le représentant du patronat de Guinée, les représentants des sages et coalitions de Guinée, les représentants de la société civile, les représentants des centrales syndicales, le représentant de l'association des magistrats de Guinée, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Guinée, l'association nationale des communes de Guinée, les représentants des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers est exigée. Conakry, le samedi 5 février 2023, paie le bureau président du Conseil national, Dr Dansa Kourouma. Des progrès notables enregistrés sous la transition. La Banque islamique de développement évalue les efforts fournis par les autorités guinéennes. Les cadres de la BID se sont entretenus avec le ministre guinéen des Affaires étrangères. Ils encouragent la Guinée à poursuivre les travaux de développement engagés dans le pays. Makeme Donzo pour le compte-rendu. La Banque islamique de développement note avec satisfaction une réelle intention des autorités de la transition à changer de cap dans l'exécution des projets qui ont déjà bénéficié de financement. En 2022, par exemple, l'institution a débloqué plusieurs millions d'euros en faveur de la Guinée dans le cadre d'un programme annuel. Avec l'avènement du CNRD, ces projets qui étaient en hibernation ont été réactivés, ce qui pousse l'institution à faire quelques projections. And I've also indicated the projects that were approved recently. Il a aussi partagé avec son Excellence Monsieur le Ministre les projets qui ont été approuvés par le Conseil d'administration, le board de la banque, dans le cadre dans le domaine de l'énergie, de l'éducation et tous les projets aussi qui sont en cours maintenant d'approbation. Il a aussi sollicité l'appui de son Excellence Monsieur le Ministre pour la mise en œuvre appropriée et adéquate des projets financés par la Banque islamique de développement. Le chef de la diplomatie guinéenne se réjouit de constater que la cote de la Guinée remonte aux yeux de l'institution. Une performance liée à la vision du chef de l'État qui place cette transition sous le signe de la rupture et de la refondation. J'ai été très honoré d'apprendre ici que depuis que la Guinée, qui est membre fondateur de la Banque islamique, que depuis l'arrivée du CNRD, les choses vont très bien et très vite. Alors que le taux de décaissement était de 36%, la dernière mission de la Banque islamique a trouvé qu'il y a un changement total du point de vue de la coopération. Dans la même lancée, Dr Mourissanda Kouyaté a présenté aux partenaires un programme de mobilisation de ressources. Ce programme appelé PRODEIC s'inscrit dans le cadre d'une diplomatie économique et financière avec une participation significative de la diaspora. Fin à Abidjan, Côte d'Ivoire, de la mission de la délégation de la ministre du Plan et de la coopération internationale. Avant de quitter le sol ivoirien, Rose Prisemo a été reçue par le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Achi, avec qui elle a passé en revue les résultats de son séjour de travail. Au nom du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, et du Premier ministre Dr Bernard Goumou, la ministre Prisemo s'est félicitée de la bonne dynamique dans la coopération entre Conakry et Abidjan. On l'écoute à sa sortie d'audience au micro de Mamadi Ternan Kamisoko.
Nous avons eu l'occasion de relater à Monsieur le Premier ministre le contenu de notre séjour, l'objectif de la mission qui a prévalu, celui de partager l'expérience dans le cadre du recensement général de la population. Nous avons eu des échanges fructueux avec Madame la ministre Nyalen Kaba du plan et du développement, qui ne lui a pas lésiné sur toute la logistique pour nous partager la riche expérience que vous avez eue en Côte d'Ivoire. Et nous repartons rassurés en nous disant que nous sommes sur la bonne ligne, sur la tracée de la route que nous avons faite en Guinée. Parce que nous avons entamé aussi un processus de recensement général de la population où nous sommes venus pour nous enquérir de comment les choses sont réalisées de sorte à ce que ça soit un succès et les éléments à éviter pour ne pas avoir de ratés. Nous avons également pu rencontrer l'Institut national de statistique de la Côte d'Ivoire. Nous avons également rencontré les partenaires qui ont accompagné dans le processus du recensement et nous avons également pu rencontrer l'ANSEA, qui est un institut de renommée internationale pour le renforcement des capacités de nos cadres. Dans le souci de performer le secteur des pêcheries en Guinée, la ministre du département est sur tous les fronts au Royaume du Maroc en séjour à Agadir. Des séances de visite de potentiels partenariats sont engagés. Des points de débarquement au chantier naval en passant par les centres de formation. Rien n'a échappé à la délégation guinéenne. Mariam Kamara, envoyée spéciale. La pêche artisanale, un levier incontournable dans la pêcherie guinéenne. Pour booster ce secteur important, la chef du département multiplie les contacts à Agadir. Le point de débarquement de Imouran est visité pour s'imprégner des conditions de fabrication et de systèmes de géolocalisation par GPS des pirogues de pêche artisanale. La première chose qui m'a impressionné dans ce point de débarquement aménagé, c'est l'identification de leurs embarcations. Aujourd'hui, on peut certifier qu'ils ont 17 000 embarcations. Nous, en Guinée, on a à peu près 7 500 embarcations, mais on n'a aucune visibilité sur ces embarcations. Aujourd'hui, on a vu avec eux un modèle de puce qu'on peut vraiment insérer dans les embarcations et avoir tout de suite toutes les informations nécessaires. Prochaine étape de ce marathon, le chantier naval où sont fabriqués des navires de pêche industriels. Là, des possibilités sont explorées pour la fabrication de ces engins sur mesure en fonction des besoins et adaptés aux réalités maritimes guinéennes. Même tonalité à l'Institut de formation maritime, objectif pour Charlotte Daffé, qualifier davantage son personnel pour répondre aux attentes de la population. Pour la concrétisation de la volonté de la délégation, une rencontre est organisée dans ce sens avec le ministre marocain chargé de la pêche. Nous avons des expériences qui peuvent servir donc à la Guinée, pour, notamment en matière d'identification des barques, en termes de contrôle de la ressource. Et nous avons convenu d'échanger des expertises et puis surtout de mettre en place un mécanisme de transfert de bonnes pratiques. Également le volet de la formation. Le Maroc, comme vous le savez, est vraiment un pionnier, un champion en matière de pêche en Afrique. Donc nous avons parlé d'un nouvel acte de coopération sur lequel nous allons partir et qui détient des nouvelles priorités en matière de valorisation de la chaîne de production, en matière de valorisation de la pêche traditionnelle également. Un plan d'action est attendu très prochainement entre les deux pays pour renforcer le partenariat Sud-Sud. Du Maroc, retour au pays pour parler de la signature des contrats de performance au ministère des Transports. L'exercice a regroupé autour du ministre de tutelle les différentes directions du département. Ces contrats doivent servir de guide pour orienter les différentes directions à l'obligation d'un résultat au profit des Guinéens. N'est-ce pas, Abraham Christophe Conté? Au ministère des Transports, le temps est à la signature des contrats de performance des différentes directions relevant du département.
Au nombre de 14 directions, elles ont renouvelé devant le ministre des Transports leur engagement accompagné de la signature des contrats pour un bon résultat probant. Les administrateurs que nous sommes devons comprendre que nous ne devons plus travailler de la même manière. Donc il faudra que nous soyons une administration de développement. Ce sont des objectifs très simples qui ne sont pas difficiles à atteindre. Et ça nous permettra à chaque période, généralement trimestrielle, de faire une évaluation de l'ensemble de ce qui a été réalisé pour la Guinée et pour le bonheur des Guinéens. La signature de ces contrats de performance doit motiver chaque direction à atteindre l'objectif qui lui est assigné. Avec ces engagements pris par l'ensemble des directions, le ministre a demandé de faire un travail d'équipe pour mieux réussir afin d'accomplir les objectifs du département. C'est une lourde responsabilité qui nous est demandée. Il y a quelques mois, nous avons prêté serment devant le président de la transition. Aujourd'hui, c'est une autre étape qui vient d'être franchie, à savoir la signature de ces contrats de performance. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nous avons l'obligation de résultat. Il était important pour le ministre, en fait, que nous nous engagions principalement sur un certain nombre d'objectifs à réaliser, notamment l'extension, entre autres, mais aussi, surtout, la gouvernance de la SOGEAC, la restructuration de la gouvernance de la SOGEAC, qui pourrait éventuellement embrasser d'autres domaines dans le futur. Ces documents qui sont soumis à la signature ont été lus et approuvés par le chef du département. Ils sont désormais remis au chef de service pour la réalisation des objectifs axés sur l'essentiel. Disons en religion que des évêques évoluant au sein des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest séjournent depuis quelques jours à Conakry. Au nombre de 30, ils sont au pays pour examiner toutes les questions d'évangélisation, de promotion de l'œuvre humaine. Ce samedi, ils ont lancé officiellement leurs réflexions sur plusieurs thèmes. Martin Fancinadounou. La Guinée à l'honneur. L'Église catholique accueille les évêques de la sous-région. Au nombre de 30, ils composent le conseil permanent des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest, CERAO. Pour la 10e fois, ces apôtres témoins du Christ se retrouvent. La rencontre de Conakry est particulière, car les débats sont axés sur le thème « Défi du terrorisme pour l'évangélisation en Afrique de l'Ouest ». Les évêques de Zérékoré et de Kankan et l'archevêque métropolitain de Conakry sont d'autant ravis de voir la famille catholique de Guinée tenir ces rendez-vous. L'archidiocèse de Conakry vous souhaite prioritairement cette année une bonne santé spirituelle et physique dans une Afrique saturée de mauvaises nouvelles. L'archidiocèse souhaite aussi que l'Esprit Saint élève chaque jour les débats du présent Conseil permanent et vous conduise à prendre des orientations pastorales fécondes qui permettront aux églises catholiques de l'Afrique de l'Ouest de faire un pas de géant sur les nobles chemins de la fraternité, de la réconciliation, de la paix et du développement intégral humain. La tenue de ce 10e Conseil permanent à Conakry intervient à un moment où la Guinée, comme d'ailleurs plusieurs de ses voisins de la sous-région, fait face à plusieurs défis. Entre autres, le défi de la lutte contre le terrorisme, le défi de la bonne gouvernance, le défi d'une transition politique apaisée et réussie. Le thème est évocateur. Les évêques mesurent l'enjeu d'impliquer l'Église catholique dans la sensibilisation des peuples sur les causes, les manifestations et les conséquences du terrorisme et d'autres formes de violence en Afrique de l'Ouest. Les pays comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Mali sont menacés et leur population paye de lourdes conséquences. L'Église qui nous invite à œuvrer
tous ensemble pour bâtir un monde nouveau, un monde où l'homme ne représentera plus une menace pour l'homme, mais une grâce. Un monde où on n'entendra plus de coups de fusil tirés par l'homme contre l'homme. À cette rencontre, le nonce apostolique de Guinée et du Mali, l'ambassadeur du Saint-Siège auprès de ces pays. Seule une fraternité vraie entre nos différentes religions pourra nous aider à lutter efficacement ensemble contre le terrorisme. Jusqu'au mercredi prochain, ces évêques vont échanger sur des questions de paix, de lutte contre le terrorisme et la promotion des œuvres humaines. Et pour finir, ce communiqué de la Caisse nationale de sécurité sociale. La Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale porte à la connaissance de ces pensionnés que le versement des pensions de l'échéance de février 2023 débutera le mardi 7 février 2023 à 8h00 sur toute l'étendue du territoire national. Le programme de paiement est établi selon le calendrier ci-après. Au siège de la Direction générale de Koulewondi, Kalouma, journée du mardi 7 février 2023, paiement des pensionnés des banques, des compagnies d'assurance, de la Sotelgui, de la CNSS et du syndicat des retraités. Journée du mercredi 8 février 2023, paiement des pensionnés des sociétés minières ACG Conakry, CBG Conakry et CBK Conakry. Journée du jeudi 9 février 2023, lot 1 au lot 100 et lot des invalidités. Journée du vendredi 10 février 2023, lot 101 au lot 193. Journée du samedi 11 février 2023, paiement des veuves, lot 1 au lot 125. Journée du lundi 13 février 2023 au mardi 14 février, paiement des procurations, des retardataires, des nouvelles concessions et fin de programme à Kalouma. Dans les agences et antennes préfectorales, du mardi 7 février 2023 au mardi 14 février 2023. En ce qui concerne l'agence de Matoto, journée du mardi 7 février, lot 1, journée du mercredi 8 au jeudi 9 février 2023, lot 2, journée du vendredi 10 février 2023, lot 3, journée du samedi 11, lundi 13 et mardi 14 février 2023, lot 4, paiement des procurations, des retardataires et fin de programme à Matoto. Les pensionnés payés par virement bancaire, téléphonie mobile et cash minute sont invités à se rendre dans leurs établissements bancaires ou à consulter leur compte de téléphonie mobile dès le mercredi 8 février 2023 pour percevoir le montant de leur pension. Les réclamations enregistrées au cours du premier trimestre 2023 seront payées à l'échéance du mois d'avril 2023. Les bénéficiaires sont priés de se munir de leur carte d'identité nationale ou de leur passeport en cours de validité et d'un bulletin de pension ou encore de la carte de pensionné pour les paiements au billetage. Les procurations délivrées sont limitées à 2 pensionnés par personne. La CNSS invite les bénéficiaires à davantage privilégier le mode de perception de la pension par virement bancaire ou par téléphonie mobile. La direction générale de la CNSS s'est comptée sur la bonne compréhension de l'ensemble des pensionnés. Conakry, le 3 février 2023, le directeur général Bakary Silla. Ainsi prend fin donc ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir et portez-vous bien.